Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui on reçoit l'IGN Yugumo. On retourne faire une petite escapade auprès des destroyers du jeu de l'art technologique, mais des hauts tiers, puisque là on est en tiers 9. Le destroyer, ou plus exactement le torpilleur japonais, c'est celui qui vous prépare au Shimakaze, au redoutable Shimakaze, et au redouté Shimakaze. Mais là, on est sur le Yugumo. Alors, une petite présentation s'impose. Pour ce DD, on va faire une présentation purement technique. Point de structure 13900. Il a 3 canons de 2, c'est des canons de 127 mm qui portent à 10,9. Ce que je n'ai pas regardé, c'est... oui, ce sont les mêmes, hein, c'est des 127 mm, on a toujours les mêmes, là, de ce côté-là, pas de souci. Par contre, en termes de torpille, on a 3 choix. Le choix stock, c'est les 2x4 à 10 km, 67 nœuds. Mais ensuite, on peut choisir soit du 2x4 8 km, mais 76 nœuds, donc les torpilles vont moins loin de 2 km, mais vont beaucoup plus vite. Soit on reste sur les 67 nœuds de base, mais on va un petit peu plus loin, 2 km plus loin, à 12 km. Le navire stock, lui, fait 35 nœuds. Ce que je vais regarder, c'est... Non, on a effectivement deux coques, dont une seule coque, la coque B, mais j'ai pas l'impression qu'on ait de vitesse supplémentaire. On a un peu plus de points de structure, 1600 points de structure de plus, mais en termes de, peut-être même en termes de maniabilité, ça va un petit peu mieux, mais on nous dit pas pourquoi la maniabilité est meilleure. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Vitesse stock, donc 35 nœuds, qu'on peut améliorer un tout petit peu avec quelques flags. Et en termes de fluidité, qu'on peut aussi améliorer avec des flags, des camos, du commandant, etc. 7 km de base en stock. Voilà pour les valeurs de base. Ce ne sont pas les valeurs qui vont vous être proposées pendant les batailles, bien évidemment, puisque le commandant a eu largement le temps de monter son navire et de faire ses choix. Nous verrons ça en cours de bataille. Il fait les choix de torpilles, le set de torpilles qu'il a choisi. La coque, ce sera forcément la coque B. Il aura probablement aussi le système de conduite de tir qui lui permet de tirer 10% moins loin, enfin 10% plus loin. Donc vous voyez que on va avoir un navire full. Mais là, je vous donne quelques indications, déjà pour mieux apprécier le travail qui va vous être proposé. Allez, on part en bataille, sans plus attendre, c'est parti. Allez, on est parti. Cette première bataille nous amène sur la carte chaîne de montagne en capture de base. Nous sommes avec l'ami Polon, lequel est sur une bataille de rang 9. Il est donc top tier. 2, 4. Alors c'est assez bizarre. Il y a en fait 4 destroyers dans son équipe contre 3 dans l'équipe ennemie. Porte-avions Shokaku chez Polon. Lexington chez les ennemis. Tout simplement. Et je calcule 3 cuirassés chez Polon, 2 chez les ennemis, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, ils ont moins de DD, moins de cuirassés. Bon, pourquoi pas. Donc résultat que forcément, ils ont 2, 4, 5 croiseurs chez les ennemis contre 3, 4 croiseurs. Ouais, 5 croiseurs contre 4. C'est assez bizarre, c'est assez déséquilibré, je trouve. Alors on va analyser quand même le jeu de Polon, hein, Polon qui part au centre, enfin au centre de cette partie gauche de la map. On voit que effectivement la carte est vraiment partagée en deux.
Là, on est en train de signaler au porte-avions qu'il y a des chasseurs ennemis qui sont en train de repérer le DD et le DD. Les chasseurs ennemis qui essayent de rester sur Polon pour qu'il reste bien focus. L'Apollon suit les chasseurs pour joindre son antillère aux antillères des chasseurs. C'est pas mal, ça aide. Alors il ne fera pas forcément beaucoup de dégâts. Mais enfin, mine de rien, il a quand même abattu un avion. Hein, avec son petit antillère tout moisi. Et là, il a désactivé. Il vient de désactiver. Je vous le dis au fur et à mesure parce que c'est intéressant de voir à l'œuvre quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Alors quand on regarde un minimap, on voit qu'une partie des navires qui avaient spawné sur la partie droite sont passés à gauche. Et dans l'évidente intention de soutenir. Et là, Polon repart de plus belle. Il a la triangulation, donc il sait à peu près où se trouve. Voilà, il cherchait probablement le Z46. Il est beaucoup plus furtif que le Z. Hein. Il est à une furtivité. Il a descendu à 5,5 sa furtivité. Rappelez-vous, je vous ai parlé, je crois, de furtivité à 7 km pour le Yugumo. Il est là descendu à 5,5. Donc là, normalement, bon, il est peu probable que les torpilles touchent, mais il va pouvoir mettre mal à l'aise des aides adverses. Ça, c'est clair. Ouais, là, il fait une approche avec un angle un petit peu différent de la smoke, des fois que le Z soit resté dans sa smoke. Alors il a le rechargement de torpille, il n'a pas la smoke justement. Lui c'est une constante chez lui, chez les Japonais, il prend pas la smoke, il la prenait déjà pas avec son Kagero. Il préfère de beaucoup le rechargement de torpille. Il avait lancé son boost. Plus que 12 secondes d'activité du boost. Et voilà, le Z était reçu dans sa smoke. Et il s'en va maintenant. Ça y est. Ah, pas de chance. Par contre, il faut faire attention parce que le Donskoy est assez précis. C'est un pur croiseur, lui, à la différence de son successeur, le Moskva, qui est plus un croiseur cuirassé, qui se joue plus statique. Donskoy est beaucoup plus précis, même s'il a un temps de reload un petit peu moyen, s'il peut faire très très mal au Yugumo. Donc Polon, ben voilà, quoi, il vient aider le Yugumo à son Yugumo allié, ou pas. C'est les torpilles du Donskoy, d'accord. Ouais, les deux sont en train de se mettre la misère. Voilà, Polon essaie de s'assurer que le Donskoy, enfin que les torpilles n'iront pas sur son Yugumo allié. Lequel Yugumo allié, ben, il est mal, quoi. Le problème, c'est qu'il ne peut pas l'aider. Sur le Donskoy, il fonce dessus. Là, il a remis ses entières. Parce qu'il a vu que les chasseurs alliés allaient passer au-dessus de lui. Ah ouais, le Donskoy a sorti le Yugumo. Il pouvait malheureusement pas l'aider. Donskoy qui a fait un joli rush. Ça lui a coûté très cher. Hein. On voit les points de vue qui ont bien baissé. Et là, la bataille est bien intense avec un Polon qui a transformé son DD en batterie entière mobile. C'est assez drôle. Depuis tout à l'heure, il fait que ça. Il a détruit quand même 2 avions.
Ouais, pour l'instant, l'équipe verte a perdu un cuirassé mais 3 destroyers. Et en face, les rouges n'ont perdu que 3 croiseurs. Polon qui annonce qu'il va partir spotter au milieu. Torpille. Probablement celle du Z. Qui est toujours là, oui. Il a lancé la. Il a lancé le. Comment dirais-je, le boost moteur. Et le gros dégrosseux a évité les torpilles. Grâce à son. Grâce à ça. À son placement. Une bataille purement stratégique pour l'instant. On voit que le placement est important parce que il fait pas mal de spots, mine de rien. Et là, comme annoncé, il va au milieu, il voit déjà une smoke, donc il y a bonne chance, deux smokes même. Donc il y a de bonnes chances effectivement que des destroyers soient là-bas. Il reste 3 destroyers, donc il laisse de côté la smoke du Z46. Il y a sûrement d'autres projets en tête. L'essentiel de la flotte rouge est du côté, plutôt côté droit en ce moment, où ils ont consciencieusement nettoyé. C'est vrai que les rouges mènent 6 à 3 en termes de dégâts, en termes de kills. Maintenant, ils ont perdu 3 croiseurs, les rouges. Mais les verts, c'est beaucoup plus grave. Les verts ont perdu 2 cuirassés et un croiseur et 3 DD. C'est le décompte, le fait d'avoir perdu 2 cuirassés qui jouent énormément, qui ne jouent pas en faveur des verts malheureusement. Et là, Polon repart vers le milieu, mais plutôt vers le haut, c'est-à-dire qu'il va aller fermer, essayer de fermer la porte de la base, parce que la base est grande ouverte au push des ennemis, et donc voilà quoi. Il faut bien penser que c'est pas une partie en domination, et il faut qu'il y en ait un qui ait un œil sur la minimap pour éventuellement aller faire des dégâts quand il y a un push ennemi. Alors là, il a repéré le Kitakaze. Donc lui, c'est un super Akizuki, c'est un gunboat. Ah, il doute de rien. Il attaque le Kitakaze au canon en plus. C'est assez drôle. C'est le DD le torpilleur qui attaque le DD contre-torpilleur et boum. Voilà, et Kitakaze n'a jamais pu tourner ses canons vers Polon. C'est très drôle. Je doute que la Iowa prenne des torpilles. Le Hyper vient de se frôler des torpilles, mais alors d'une force. Ça y est, le reload a été lancé. Mais je pense pas que la Iowa prenne une torpille dans la musette. Alors bien sûr, l'absence de smoke l'empêche de se poser là et puis de tirer comme un malade. Ceci dit, est-ce qu'il pourrait tirer? Ça, c'est pas dit parce que c'est lui qui est le plus proche. De toute son équipe, c'est lui qui est le plus proche. Donc, ben voilà, ça va être à lui de faire du décap. Parce qu'au même moment, les verts sont en train d'investir la base rouge. Donc, chacun est passé par l'autre côté et a nettoyé la faible résistance qu'il y avait de part et d'autre. Il y a eu un mouvement tournant et les deux bases sont investies quasiment en même temps. C'est à celui qui aura laissé du monde dans la base pour décaper que la bataille reviendra. Là, il a lancé les torpilles et utilisé le reload. Et maintenant, il s'enfuit parce qu'il n'y a pas de raison. Le Fidji est quand même pas très loin de lui. Hein. Donc il faut qu'il se méfie.
peut se faire repérer. Ah, il est dans une position relativement, pas safe, mais enfin relativement plus calme. Il va pouvoir récupérer ses torpilles. Sa première marée de torpilles ne semble pas avoir fonctionné. En tout cas, pas de dégâts. Le Fidji a évité la cata. Il faut pourtant qu'il fasse du dégât. À moins que... Je me demande s'il n'y a même pas un navire rouge qui a quitté la map. Parce que le cap vert n'est pas si investi que ça. Alors qu'il y avait pas mal de... Il y avait au moins 2 navires qui étaient dans la base à un moment donné. Donc ça n'a pas monté beaucoup. Je me demande s'il n'y en a pas un qui est parti. Bon, pour l'instant, on a surtout vu... On a vu un navire qui... Pas beaucoup de dégâts. Il a fait que 7000 de dégâts. Il a très peu tanké. Mais il a surtout joué, sur sa furtivité, il a joué comment dirais-je, enfin, disons qu'il a joué le scout, quoi, qu'il a joué les éclaireurs, voilà, je cherchais le mot. Allez, il est sorti à nouveau de la base, donc forcément, la base est de nouveau investie, donc il y a bien des navires rouges dans la base, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, il continue l'éventail dans la smoke. Suffirait qu'il coule un navire et les verts seraient tranquilles. Devrait pouvoir gagner. Ben voilà. Ouf. Alors ça c'est joli. Frappe dévastatrice et frappe double. Il a coulé 2 navires d'un coup. Là les rouges vont pas s'en remettre. C'est le Hyper que l'on voit là, qui rentre dans la base pour de nouveau la contester. Mais il a coulé 2 navires d'un coup. L'Akatsuki et le Fidji, qui étaient côte à côte. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais ils ont été prépondérants. C'est presque une vidéo travailleur de l'ombre, ça. Parce que sans son... Voilà, il y en a un qui lui dit Yugumo, good player. Évidemment, c'est un bon joueur qui a utilisé et qui est toujours resté furtif. Il a pris très peu de dégâts. Il a toujours joué sur sa furtivité. Et par contre, il a toujours gardé le spot sur ses ennemis. Et il est félicité par ses ennemis. Pendant que la base ennemie est investie. Si le Hyper est sorti, il y a malheureusement pour eux, enfin pour les ennemis, pas pour Polon, malheureusement pour l'équipe des rouges, ça risque de plutôt être compliqué. Ceci dit, pendant ce temps, le porte-avions rouge, lui, est en train de décaper de l'autre côté. Alors, la bataille n'est pas encore complètement gagnée. Le porte-avions rouge, oui, il y aurait quelque chose à faire. Polon, il l'a vu, mais je suis pas sûr qu'il soit tenté d'y aller. Pourtant, aller couler le porte-avions permettrait... Bah oui, parce que pendant ce temps, les verts, ils se font décaper. Il n'y a plus qu'un navire en l'air. Il n'y a plus qu'un navire vert. Il est entouré de 3 navires, dont un DD, un cuirassé, ce qui est sûr. Mais je ne sais pas si c'est un croiseur. Ouais, il va y avoir le Seattle aussi. Donc le dernier croiseur vert, c'est un Hyper. Il est pas bien. On sent que Polon, il a envie d'aller chercher le porte-avions. Porte-avions qui est pas très loin d'ailleurs. Mais voilà, il est obligé. De toute façon, le Hyper vient de se faire couler. Ce dernier navire vert qui était en train d'investir la base, c'est maintenant pour les verts que ça sent le pâté. Malheureusement.
Ça va être très compliqué. Il reste 3 minutes de bataille. Non, je pense qu'ils ont perdu. Je vois pas comment ils pourraient refaire les 250 points de retard qu'ils ont. Même s'ils coulaient le Lexington. En plus, ça y est, Polon est repéré par les bombers. Je vous parie que les bombers vont aller sur lui, même si les chasseurs, bien joué, les chasseurs du porte-avions alliés l'aident. Trois avions détruits quand même. Hein. Et le Lexington qui s'enfuit. Faut qu'il tienne 2 minutes, le Lexington. Il est rapide. Le Yugumo aussi. Mais il faut qu'il tienne 2 minutes. Pour que après la bataille sera réglée. Hein. Ah, il tourne, mais il tourne dans la mauvaise direction. Et là, le Yugumo va avoir la possibilité de lui envoyer des torpilles. Je pense qu'il va tourner plus sec. Il va continuer son virage pour présenter une étrave aussi la plus fine possible. De toute façon, il ne reste plus qu'une minute 40 et Polon n'aura pas le temps de renverser la game à lui tout seul. Non, donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. 1 minute 40, 1 minute 20. C'était quand même une belle bataille. Allez, on regarde comment Polon torpille un Lexington qui essaie de le ramer, en tout cas de lui présenter son... Et voilà. Frappe dévastatrice. Et il a essayé d'aller sur le Yugumo, d'essayer de le ramer, bizarre comme attitude. Et donc Polon revient, mais non, la bataille est morte. Il y a plus que 140 points d'écart, mais il reste 30 secondes. Ah, il aurait fallu que le porte-avions allié réussisse à couler le Hyper. C'est malheureusement mort. 26 secondes. Pendant qu'un de ses alliés est en train d'engueuler leur porte-avions, qui n'a pas l'air de bien s'en sortir. D'ailleurs, il n'y arrive pas à le sortir avec le Hyper. Voilà. Fin de la bataille. Alors, on passe quand même aux écrans. Même si c'est une défaite, il y a quand même quelques enseignements à tirer. 4 kills, 60 000 de dégâts, une frappe double, ce qu'on ne voit pas toujours. Je trouve que c'est quand même, on a de très très bonnes raisons d'avoir visionné cette bataille qui était plutôt sympa, avec 3930 points d'XP. En termes de... il finit quand même assez nettement premier. 1035 points d'XP de base, ce qui est quand même assez conséquent. Je regarde par jeu... Ouais, c'est le gars de l'Alsace qui râlait après leur porte-avions. Leur porte-avions est au milieu de tableau. On notera quand même les 3 avions détruits par le Yugumo, quand même, pour un DD. C'est pas si mal. En termes de dégâts, 37 000 sur le Lexington, hein, il l'a dépopé direct. 8 000 sur le Fiji, 6 000 sur la Katsuki, ça c'est ses 2 victimes de la frappe double. 5 000 sur le Kitakaze qu'il a sorti au canon. 2300 sur le Z46, 594 sur le Hyper. Et en termes de kilomètres parcourus, 101 kilomètres. Il a pratiquement traversé la carte de part en part. Et il a en plus fait des tours pour ça. Point de défense 48 sur 58, c'est juste considérable. Il a tanké que pour 314 000, bizarrement. Mais enfin, pas bizarrement, on a vu qu'il était tout le temps furtif. Il a utilisé son arme principale, l'arme principale des torpilleurs japonais, c'est-à-dire la furtivité. Au canon, 15 000 de dégâts. Oui, en gros, il a mis un obus sur 3 au but.
En torpilles, c'est 40 000. On sait que les torpilles japonaises ne sont pas excessivement, font pas énormément de dégâts. 40 500 pour 5 torpilles au but. Ça fait du 8000, quoi, grosso modo, un petit 8000 en termes de dégâts par torpille. Et on finit avec, alors là, il est redevenu premium et son commandant a pris 4770 points d'XP de commandant. On enchaîne avec la deuxième bataille. Voilà, comme dit le monsieur, c'est parti. On est sur la carte voisin. On enchaîne sur la carte voisin. Une map encore en mode domination. Encore une bataille en rang 9. Cette fois beaucoup plus équilibrée. 4 DD contre 4 DD. 2, 3 cuirassés contre 3 cuirassés. Et le reste en mode croiseur. 4 DD, oui, mais on a quand même du Yugumo donc, et la Katsuki qui sont plutôt des torpilleurs. En face, c'est Degenboat, hein, Kitakaze, double Kitakaze, Xianyang qui est un pal asiatique, et Mahan qui est l'américain. Donc on a 4 contre-torpilleurs face à Polon. Il va falloir qu'ils fassent attention. Ils font très très mal, hein, les 4. Enfin, c'est peut-être le Xianyang qui est le moins dangereux. Enfin, qui est le moins dangereux. Ça va dépendre du pilote. Pour l'instant, Polon, je ne sais pas ce qu'il fait. Là, il tourne autour de l'île. Il visite le château d'If. On revoit le château d'If. Voilà, le château d'If. Ouais, il a bien aimé le château d'If. Ouais, il se fait klaxonner. Et il répond. Voilà, mal poli. Là. Je crois qu'il a changé d'avis. Il a vu que tout le monde le suivait sur C. Et il a dû se dire, parce que c'est un garçon gentil, oh mon Dieu, pauvre fou, personne ne va sur B. Donc il a fait demi-tour. C'était pas une fantaisie, c'était pas pour visiter le château d'If. Voilà. Donc il va sur B. Et il lance l'hydro pour faire bonne mesure. Même si à mon avis ça sert pas à grand chose d'avoir lancé l'hydro si tard. À moins que ça fasse partie d'une manœuvre d'ensemble. Alors, il a repéré le Mahan et toute la flotte, à l'exception de 2 navires un peu isolés, qui sont allés s'isoler sur là-bas, là, les Cleveland et Udaloy, qui pourraient être les 2 premières victimes des Rouges. Et il va aller contester B. Ou pas d'ailleurs. Le Daloy et le Cleveland qui sont déjà en train de prendre cher. Voilà, ça c'est fait. Il a repéré un navire de plus. Ah, le route d'Aloy a coulé de Mahan. Ça, c'est pas mal. Et une torpille au but. Une torpille au but, je sais pas sur qui. Il y avait un Ibuki, non, pas l'Ibuki. Ah, il y a un DD qui a dû prendre cher. Hein. Peut-être un Kitakaze. C'est forcément un Kitakaze, on a vu le Xianyang, il était intact. Le Mahan a disparu. Il reste donc double Kitakaze. Et encore une torpille au but. On fait 2 torpilles au but. 2 torpilles sournoises. Voilà, c'est un Kitakaze qui est en train de couler. Voilà. Ça c'est joli parce que ça fait 20 000 de dégâts. Cadeau. Le Kitakaze qui le cherchait. Et en restant furtif, voilà, il s'est fait sortir. C'est bien. On va pas parler d'opportunisme. Hein. Les torpilles du Kitakaze. Par contre, attention, Kutuzov, ça c'est plus sérieux comme menace.
À l'arrivée, la perte des 2 DD, là, Mahan et Kitakaze, ils vont mis un rude coup au moral des rouges. Ils sont sur le point de perdre les 3 caps. A priori, les rouges n'ont pas forcé sur le cap A comme ils font d'habitude. Ceux qui spawnent au nord ont tendance à rusher le cap A. Là, ils n'ont pas vraiment rushé. Ils contestent, ils essaient de contester C. Le souci, c'est que C, il y a toute la flotte verte qui est dessus. Hein. Elles sont belles, les torpilles, elles sont belles. Quoique, je pense que le Kutuzov va s'en tirer. On va peut-être en prendre une quand même. Voilà, une. Il y a peut-être la deuxième couche qui arrive, non? Peut-être une deuxième. Il a fait son cap, et voilà. Kutuzov, coulé. Deuxième torpillage. Alors, c'est plus à l'aveugle, parce que il avait vraiment visé le Kutuzov, et on a vu qu'il allait chercher. Mais, ben voilà. C'est ce qui s'appelle du torpillage sympa. On aura vu comme ça les deux aspects du Yugumo. Hein. Agressif, et tout à l'heure passif, mais bon, on fait des dégâts au canon, on fait des dégâts indirectement en spotant les ennemis pour que les partenaires aillent chercher les hits. Alors maintenant, les bouquis qui sont en train de réfléchir, et j'y vais pas. Il n'y a personne en face d'eux. Hein. En face du Kid, Ibuki, et les deux restent au milieu du cap, ils attendent. Alors ils doivent savoir qu'il y a un DD dans le coin, parce qu'ils n'osent pas y aller, mais pour l'instant, la Katsuki vert vient de sortir le deuxième Kitakaze. Résultat, ils n'ont plus qu'un DD, les rouges. Et ils n'ont pas vraiment de mordant. Attention, il a été repéré à Vian. C'est pas des violents. Clairement pas des violents. Bon, après, c'est pas facile de choper un Yugumo à cette distance et avec cet angle-là. Voilà. Il attendait que l'Ibuki redémarre pour lancer ses torpilles. Alors, l'Ibuki ne va quand même pas démarrer, faire un tout droit, parce que ce serait ridicule. Il va se prendre des torpilles. Et pourtant... Non, mais ce que je doute, c'est que cette torpille n'ont pas touché parce qu'il a tiré au moment où le Ibuki démarrait. Il s'est servi de son témoin de visée. Or, l'Ibuki a pris de la vitesse. Et il va peut-être éviter la plupart des torpilles quand même. Attention, Seattle. Ah, il a mis son rechargement de torpille d'abord et le boost. Pour déstabiliser, et ben voilà, on va aller faire du dépôt dans la bouche du Seattle. Et voilà. Le boost moteur a clairement déstabilisé le Seattle. Et le Seattle essaye de le rusher. Il essaye de fermer l'angle. Et voilà, torpilla. 400 mètres. Et voilà, 3 torpilles au but, le Seattle. C'est ce qu'on appelle un... Ah oui, c'est très agressif. Alors le Ibuki, effectivement, n'a pas pris les torpilles, puisque le voilà, il est intact. C'est quand même une bataille assez fumée auquel on assiste. Les rouges se sont fait littéralement exploser, et pour loin, lui tout seul, a détruit 3 navires. Alors qu'il y en a 8 qui sont partis. C'est un beau ratio. Et il a faim puisqu'il voit le ki. Alors là, c'est une bonne... c'est un bon plat de résistance. Il reste 40 secondes avant de récupérer ses torpilles. A priori, si les rouges perdent un navire, la partie est finie. Voilà, fin de la bataille. On enchaîne tout de suite avec les écrans, comme prévu. Donc 7893 points, ils ont roulé sur les ennemis d'une force. Donc frappe dévaste, 3 kills, 7 torpilles au but, 7 doigts d'eau. C'est un beau ratio ça.
On enchaîne, alors première place avec 2063 points d'XP de base, ce qui est assez considérable. Ça lui fait 400 points, 430 points de plus que le second. C'est énorme. Il a coulé les trois, voilà les trois victimes. Et à chaque fois qu'il a tiré sur un navire, il l'a coulé. Ça, bon, on peut pas faire mieux, hein. Il a pratiquement pas tanké, 219 000, parcouru 36 km, mais la bataille s'est passée tellement vite, elle a duré 9 minutes. Donc imaginez un peu, hein. C'est vraiment pas du... C'était vraiment rapide. Quasiment, bah, il n'a pas tiré un obus, il n'a pas tiré au canon. 83 920 de dégâts en torpille et 2300 de dégâts à l'élonde. C'est sympa. On a vu une bataille extrêmement rapide mais extrêmement agressive du Gumo. Et le commandant a pris 9627 points de commandant, tout simplement. Voilà, retour au port, retour sur le Yugumo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu du polon dans le texte, hein. Un petit côté un peu tout fou, un petit peu renard, filou. C'est un délai qui demande à être connu avec ses trois tourelles doubles. J'aime bien, j'aime bien. Il faudra que je teste. Il va falloir que je reprenne la montée de mes DD japonais parce que c'était une branche que j'aimais particulièrement. Donc, je vais la remonter. Je vais reprendre un petit peu cette course. Mais dans les hauts tiers, donc je suis avec le Kagero, ça devrait être sympa. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.